خاطر غدا تمسخ عليكم جيسبر راكم ملاح باسكو اليوم حنا جاب لي ربي حنكونوا شويه ملاح حنكونوا شويه ملاح باسكو on va parler politique en Algérie avec quelqu'un qui a écrit un livre. Ça peut paraître un peu loufoque, mais enfin quelques-uns de nos politiques عم يعرفوا يكتبوا كتابات. Le livre c'est de monsieur Sofiane Djilali. غني عنكم التعريف جيل جديد, le parti vous le connaissez, le monsieur vous le connaissez. Nous ne savions pas quand même que M. Sofiane Djilali était écrivain. Le livre quand même, la société algérienne, choc de la modernité, crise des valeurs et des croyances. Nous allons en parler un peu longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on va aborder. Je sais Sofiane, comment, je me permets de te tutoyer, comme nous ne sommes pas une télé classique, un peu décalé, on va aller dans le décalage. Comment tu as eu l'idée d'écrire un livre? Bon, d'abord, ce n'est pas le premier, c'est le troisième. Ah. Voilà. Vous savez, très souvent, quand on n'a pas de soutien au niveau de l'édition, il est difficile de placer un livre. Voilà. Maintenant, la situation est un peu différente. Le fait d'être dans l'action politique, d'être un peu dans les médias, je pense que l'écho est forcément un peu plus important. Peut-être que d'autres hommes politiques ont écrit, c'est pas peut-être. Oui, il y a eu Saïd Saadi, il ont écrit. C'est quand sur le bout des doigts. Quoi. Voilà. Mais trop peu, à mon goût aussi. Mais là, par cette démarche, j'ai essayé d'aller au fond de la problématique qu'on pose. Ce n'est pas un livre en dehors de la politique, mais ce n'est pas un livre politique. À la fois, c'est beaucoup plus, on est dans le projet de société. Pour faire un projet de société, ça signifie on veut changer quelque chose, on veut apporter quelque chose, on veut faire évoluer quelque chose. Mais pour cela, il faut d'abord partir de ce qui existe, bien le comprendre, savoir ce qui ne va pas et ensuite essayer d'apporter des solutions. Donc, à travers ce livre, j'ai essayé d'aller au fond des choses et de dire ce qui va mal dans le pays, ce qui va mal dans notre société et comment on peut aborder ces questions-là pour les faire évoluer dans un sens positif. On va en parler détail par détail parce qu'il y a vraiment encore beaucoup d'idées intéressantes. En tout cas, on va en parler avec nos internautes vont en juger. Mais d'abord, Gilles Djadid Édition. Oui. Moi, je n'ai pas vu FLN Édition, MPA Édition, etc. Est-ce que ce livre a été proposé à des maisons d'édition ou est-ce que vous avez choisi d'avoir votre propre maison d'édition? Et est-ce que c'était facile de faire, sachant que vous êtes un parti d'une tendance opposante, vous n'avez pas rencontré d'obstacles pour l'éditer, pour l'enregistrer? Écoutez, on l'a proposé à 3 grandes maisons d'édition, l'une après l'autre. On n'a tout simplement pas eu de réponse ou quelques échappatoires, mais je comprends très bien. En discutant avec leurs responsables, j'ai compris que c'était un peu difficile pour eux d'assumer le livre d'un opposant aussi radical qu'ils pensent et que peut-être ça attire les foudres de certains qui ne seraient pas très contents de voir des opposants parler. Je tiens à dire en même temps que dans ce livre, je n'ai absolument pas abordé la question sous l'angle politique, donc je n'ai pas parlé du régime, ni du pouvoir, ni de ce qui, des critiques habituelles. Vraiment, j'ai voulu donner l'arrière-fond de ce qui se passe dans le pays. Mais ton nom a suivi jusque le nom. Absolument. À faire faire des éditeurs. Il n'y a rien le nombre. Ce qui nous a amené à utiliser un article sur la loi touchant ou concernant les partis politiques que nous avions le droit d'éditer. Il a fallu faire quelques démarches, ce n'était pas aussi simple, mais nous avons obtenu l'ISBN par la Bibliothèque nationale avec l'accord du ministère de la Culture. Et de ce fait, nous sommes le premier parti politique en Algérie à avoir cette position d'éditeur maintenant. Et on en profitera pour éditer tout livre qui intéresse comme ça la sphère intellectuelle et de poser vraiment la problématique algérienne. Est-ce qu'il faut être membre de Djadid pour être édité chez Djadid Édition? On n'a pas vraiment ouvert le dossier en ce sens, mais non, je peux vous confirmer, nous avons un conseil scientifique à Djadid. C'est un peu notre think tank interne et auquel peuvent adhérer des gens qui ne sont pas membres de Djadid. Et on a eu d'ailleurs plusieurs participants, y compris des conférenciers. Et c'est le conseil scientifique qui prendra en charge l'édition, ou du moins qui donnera le visa lorsqu'on jugera qu'un livre est intéressant. Et à ce moment-là, c'est le secrétariat chargé de l'édition qui le mettra en route. Très bien, maintenant on va attaquer le fond. On va revenir à nos moutons, comme on dit. Le livre, quand même, il met les doigts sur des thématiques
jugé quand même tabou. Tabou. Par exemple, je vous donne un extrait. Vous parlez très librement de la religion. Oui. Et vous pointez du doigt le problème du conservatisme religieux dans la société algérienne. Là, par exemple, vous dites, la société traditionnelle et le formalisme religieux se sont alliés dans l'idéologie islamiste radicale pour empêcher toute évolution qui modernise l'ordre social, se renforçant mutuellement dans leur certitude. C'est quand même, non, mais l'enclos dogmatique de l'islamisme. Vous citez le Coran, vous parlez de l'effondrement des structures sociétales traditionnelles et l'affaiblissement concomitant d'univers religieux. C'est-à-dire, on ressent une critique très très puissante du conservatisme religieux et du radicalisme islamiste, etc. Je donne juste un autre extrait parce que peut-être on ne sait pas si le livre il est bien distribué. L'Algérie c'est un grand pays, on en profite pour leur donner un peu. La société algérienne qui donne l'image d'être particulièrement religieuse développe un rapport, c'est pas moi qui le dis parce que moi j'ai l'habitude de le dire dans mes chroniques, on tombe dessus. C'est Sofiane Ginelli qui le dit pour une fois. Développe un rapport à la piété très ambigu, où l'hypocrisie est devenue un voile pudique à l'assouvissement des intérêts, des pulsions et des instincts. Ouais. Donc, la société algérienne, c'est une société hypocrite. Alors, pour aller dans le cœur du livre, c'est la description, et je pense que c'est vraiment la première fois, même chez les sociologues, la description de ce qu'est la société traditionnelle. Parce que tout part de là. Comment est construite la société et ensuite quel est son rapport avec la religion. Ce qui semble a priori être un peu étonnant, c'est que en fait, c'est la tradition, la société traditionnelle qui utilise la religion et non pas l'inverse. Ce n'est pas la religion qui impose un esprit conservateur, mais c'est l'esprit conservateur qui manipule dans certaines situations la religion pour maintenir en place les structures. Comme toute société, la société algérienne est très ancienne, qui relève de plusieurs siècles. Et c'est elle qui fait ancrer des valeurs qu'on appelle les valeurs anthropologiques. Et pour se défendre en tant que telle, elle utilise tous les moyens, y compris la dimension religieuse. Et ça, on le rencontre tous les jours, dans la vie de tous les jours. Comment, dès que quelqu'un est en difficulté par rapport à sa relation dans la société, il va faire appel à ce qui est haram, halal, alors que très souvent aussi, ça n'a pas de rapport avec les textes fondateurs de l'islam. Est-ce que c'est ce conservatisme, ce recul sur soi en utilisant la religion, nous empêche réellement de se développer, d'être un pays développé? Alors je décris la société traditionnelle et je dis pour maintenir un système asymétrique dans le fonctionnement de la société, il y a recours à des éléments qui sont devenus par la suite des valeurs anthropologiques. Par exemple, le rapport entre les gens est toujours fondé sur une autorité qui tire sa légitimité de la force. Nous sommes toujours en rapport dominé-dominant. C'est patriarcal, il y a un leader, oui, le père qui parle. C'est dans la famille, à l'école, dans l'administration, le rapport entre gouvernant-gouverné. Nous fonctionnons sur un rapport de force et on ne sait pas utiliser un rapport de raison. Or, je l'explique par ailleurs, comme il y a un bouleversement des valeurs petit à petit, ce rapport-là fonctionne de moins en moins bien. Nous avons toujours, pour maintenir ces structures traditionnelles, nous voulons chercher toujours les solutions dans le passé et jamais dans l'avenir. Parce que le passé, de façon répétitive, itérative, on essaye d'inculquer aux gens les mêmes réflexes que le passé et on va interdire la réflexion. Et là, on va avoir recours, par exemple, à un hadith nabawi pour empêcher les gens de réfléchir. On sort de son contexte et on l'applique. On sort de son contexte et même on peut la préfabriquer. Et ça a été le cas. Donc lorsque j'aborde la question de l'islam, et elle est frontalement abordée, et je cite énormément de versets coraniques. D'ailleurs, certains ont pris un malin plaisir à dire « Ah, voilà quelqu'un qui n'arrête pas de citer le Coran ». Et c'est tout simplement pour montrer que fondamentalement, la position conservatrice est très souvent contre ce que dit franchement le Coran. Et c'est cette incohérence entre le discours conservateur habillé de religiosité et qui est contre l'idée spirituelle de l'islam que j'ai essayé de mettre en exergue. Est-ce que Sofiane Ginelli est laïque? Est-ce qu'il faut d'ailleurs une séparation du religieux et du politique ou du religieux et du temporel
pour avoir une société moderniste? Parce que le constat est là, mais la solution, est-ce il nous faut une dose de laïcité? Alors, c'est le mot laïcité qui prête à confusion. Le mot laïcité vient de laïkos. Et le laïkos, c'était face au clérikos. Dans l'Église chrétienne, il y a le clergé qui donne le clérikos, c'est-à-dire le prêtre, le cardinal, et tout ce que chaque Algérien maintenant a une idée de ce qu'est l'Église. Et en face, celui qui partait à l'Église le dimanche matin, qui faisait sa prière, il était lui laïque. C'est-à-dire, il n'est pas à l'intérieur de la hiérarchie cléricale. Or, le croyant chrétien est laïque d'office s'il n'est pas religieux au sens clergé. Quand c'est repris dans le monde musulman, on a l'impression que le mot laïque veut dire contre la religion et en particulier contre l'islam. Et ça crée des confusions très dangereuses et inutiles pour nous. Maintenant, si on revient à l'islam, est-ce que l'islam doit être religion et État en même temps? Ça, c'est une erreur d'approche complète. En islam, d'ailleurs, depuis la période prophétique, ce qui relève du temporel, c'est une chose, ce qui relève du spirituel est une autre chose. Mais la constitution Tana, elle dit par exemple, l'islam c'est la religion de l'État. Oui, est-ce que le président, est-ce qu'il va garder ça ou est-ce qu'il voudrait changer ça? Est-ce que l'État algérien, ou tel quel, qui est un fruit de l'humain, pas une création de Dieu, l'État c'est un ensemble, nous on a décidé de faire un État, est-ce que l'État doit avoir une religion officielle? Bien sûr que aborder comme ça, c'est, je peux dire même un non-sens. Est-ce qu'un État peut être musulman ou chrétien? Un État, ce sont des structures administratives fondées sur des règles de fonctionnement commun. Est-ce qu'un État peut avoir une religion? En ce sens, c'est une absurdité. Mais ça se reconduit systématiquement parce que les gens pensent qu'un État, ça signifie que nous sommes sous couvert de l'islam. Mais ça demande beaucoup d'efforts pour expliquer que c'est une conscience, un individu qui peut être musulman, athée, anti-musulman ou anti-chrétien, etc. Ce n'est pas un État. Maintenant, est-ce que l'État doit respecter la religion de ses concitoyens? Ça, c'est une autre affaire. Oui, l'État algérien, c'est l'émanation de la société algérienne. Il doit gérer la religion de ses concitoyens, il doit donner la place de la religion à ses concitoyens, c'est clair. Tu penses quoi, Sofiane, de ceux qui disent, parce que la polémique elle date depuis 3 ans maintenant, l'Algérie, il y a eu un courant dont Ben Rabret, la ministre et l'incarnation, voulait sortir de cette arabisation massive pour aller restituer le Darja, aller vers plus davantage de langues étrangères, etc. Est-ce que l'arabisation massive de la société n'a pas encouragé le conservatisme, puisqu'on a imposé une seule langue avec un référent religieux, on n'a pas imposé. Est-ce qu'il ne faudrait pas que Mme Saïd Saadi, il a dit c'est l'arabisation porter ses fruits, ouais, les enfants des hauts responsables, et Alexandre Dumas. Est-ce que l'arabisation explique le conservatisme de la fait? Non, non. L'arabisation a été utilisée par des conservateurs pour maintenir un conservatisme. Et l'arabe a été sacralisé pour essayer de fermer toute possibilité d'avoir accès à un autre savoir véhiculé par d'autres langues. Là, il y a des confusions aussi très très graves entre langue, identité, religion, savoir, etc. Il faut déconstruire tout ça. Bien sûr que l'Algérie est un pays à dominance d'expression arabe, il faut l'assumer. Bien sûr que les Algériens sont musulmans, il faut l'assumer, mais maintenant il ne faut pas tout mélanger. Il faut, et c'est absolument nécessaire pour nous, de maîtriser d'autres langues, et pas seulement le français, parce que le français se pose comme une langue coloniale, donc ça touche un peu, ça trouble un peu les gens. Il faut maîtriser les autres langues. Si moi je vous dis, vous allez à l'université, vous ne comprenez que l'arabe, vous ne pouvez pas avoir accès au savoir contemporain, et ça serait dramatique pour le pays. On ne peut pas demain utiliser de la technologie, la haute technologie, sans aborder les autres langues. Donc enfermer l'algérien exclusivement dans une seule langue
qui malheureusement pour des raisons historiques n'est pas au niveau international, ça c'est une façon d'étouffer la société, de l'empêcher d'évoluer. Donc oui à l'arabe, mais oui à un multilinguisme, et plus que ça, derrière la langue arabe, c'est le renouvellement des programmes. Qu'est-ce qu'on met dedans? Et là, si on remet de l'arabe tel qu'il a été utilisé dans le siècle passé, on n'est pas sorti de l'auberge, c'est clair. Donc, oui à l'arabe, mais oui au C'est multilinguisme. surtout le contenu. Voilà. Oui au multilinguisme et surtout un contenu éducatif qui soit un contenu des Lumières et pas un contenu de l'obscurantisme.